Bien, bien, bienvenue dans l'émission Entre les lignes, vous savez, où on essaye de vous présenter des livres et des auteurs qui ne sont pas présentés avec énormément d'enthousiasme par les médias officiels. Et là, je reçois un homme qui a l'air très jeune, mais en même temps, là où je suis, tout le monde a l'air très jeune. Mais vous avez l'air particulièrement très jeune, si je peux me permettre, qui s'appelle Thibaut Gibelin et qui a écrit un livre sur Viktor Orban, un homme qui est extraordinairement populaire à Bruxelles. Absolument. Oui, Bruxelles sont ses meilleurs amis. Et je voulais vous poser la question, comment se fait-il que des hommes comme Viktor Orban, ou Trump, ou à un moment Johnson en Angleterre, soient toujours élus, alors que tous les gens qui savent et qui sont intelligents nous disent que ce sont des crétins finis et tout et tout. Comment se fait-il qu'il y ait un tel attrait des peuples pour des gens que les gens bien élevés et intelligents et qui ont fait les bonnes études détestent? D'où vient cette contradiction, à votre avis? Je crois qu'il y a une question fondamentale qui est assez souterraine, hein, qui est une question économique, qui est qu'il y a des rapports de force économiques qui sont à l'œuvre. Il y a une capacité aujourd'hui du capitalisme mondialisé à capter la richesse du travail, et que ce soit Trump aux États-Unis, que ce soit Viktor Orban en Hongrie, il y a au contraire la volonté d'édifier sur la base d'une communauté nationale de la richesse dont la nation est la détentrice. Ce qui oppose, qui fait l'opinion dans ces médias occidentaux, c'est quand même ceux qui les payent, et donc c'est Vous voulez dire que nos grands journalistes ne seraient pas totalement indépendants des grands milliardaires qui les possèdent? Oui, je crois que là, à part si on est l'ingénu frais débarqué de chez les Hurons, hein, ce que nous ne sommes pas, on sait que la presse est en effet détenue, hein, et que il y a peu d'écart entre ce que peut écrire un journal et ce que souhaite le propriétaire de cet organe de presse. C'est assez général. Aujourd'hui, en Hongrie, et ça c'est un point qu'on pourra développer, il y a un conflit très important sur la question médiatique. Ce qu'on entend énormément de ce côté-ci des Alpes et du Rhin, c'est que Viktor Orban met en danger la liberté de la presse. Or, ce qui se passe, c'est qu'il rééquilibre le débat public avec en effet des journaux conservateurs qui sont de façon assez nette partisans du gouvernement Fidesz et qui donnent la réponse, hein, du berger à la bergère à ces médias d'opposition tout aussi radicaux et qui sont foncièrement hostiles au Fidesz. Il y a donc une variété de tons dans les médias en Europe centrale qui pourrait faire envier un débat public équilibré en Europe occidentale. Vous voulez dire donc qu'en Hongrie, les médias, mettons un peu les conservateurs, ou qui aiment bien M. Orban, ont le culot de s'opposer aux médias dominants et à la pensée unique. Ils sont pas d'accord, ils le font savoir, ils l'écrivent. Et que j'ai peur pour leur futur, parce que vous savez très bien que dans le monde dans lequel on vit, quiconque s'oppose aux médias dominants a une espérance de vie dans les médias qui est assez faible. Oui, c'est évident. C'est pourquoi, et on revient à notre point de départ, non mais c'est très clair, c'est que si jamais on ne va pas chercher ses soutiens, la source de sa longévité politique dans les soutiens médiatiques, on va la chercher dans le peuple, en l'occurrence. Et c'est vrai que Viktor Orban... Mais vous êtes un populiste alors? En dépit... en tout cas, j'explique comment Viktor Orban, en tant que populiste, enchaîne les succès. Et c'est vrai qu'en 2010, il revient au pouvoir avec une majorité constitutionnelle, il la renouvelle en 2014, il la renouvelle encore en 2018. Donc s'il y a bien un mot qui peut caractériser Viktor Orban, c'est que c'est un démocrate. Et lorsque Donald Trump avait été élu en 2016, il en avait tiré une conclusion qu'il avait fait savoir à un journal britannique. L'élection de Trump comme le Brexit, ça veut dire qu'il faut arrêter de penser la politique comme un enseignement de ce que le peuple doit penser, mais comme tirer les enseignements de ce que le peuple pense pour appliquer ce qu'il veut. C'est ça, quand même, la ligne politique de Viktor Orban, suivie de façon assez constante à l'aune d'une décennie. Et c'est pas ce qu'on appelle une démocratie illibérale?
c'est une démocratie illibérale et pour la raison suivante. Expliquez-nous ce que c'est que la démocratie illibérale dans les paroles de ces braves gens qui nous font la morale tout le temps. Alors, la démocratie libérale vue de Bruxelles. Vue de Bruxelles, voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est une agression d'une mauvaise conscience agressive et vindicative contre des minorités faibles et des individus simplement désireux de s'épanouir pleinement à l'aune de leurs desiderata et qui seraient frustrés dans leurs aspirations individuelles par un discours public qui serait totalitaire, une majorité écrasante, voyez, qui nuirait à cet épanouissement du génie des individus. Et on le sait, hein, dans la société de consommation, la liberté individuelle consiste à choisir ce qu'on veut dans les rayons du supermarché. Hein. Donc il y a évidemment une contradiction simple, hein, à mettre en lumière. Ceux qui se prévalent de la défense des libertés individuelles dans le monde de 2020, malheureusement, sont surtout en train de plébisciter l'asservissement généralisé des individus à leur petite passion, hein, ce que déjà Tocqueville disait dans La démocratie en Amérique, hein, où chacun tournera sur lui-même à la recherche de petits plaisirs vulgaires. Et la démocratie illibérale vue de Budapest, c'est au contraire au-delà des desiderata des individus, au-delà de ce que nos désirs dans ces sociétés de consommation peuvent avoir de vulgaire, eh bien d'assumer une continuité historique, d'offrir au peuple, d'assumer quelque chose qui dépasse, hein, la médiocrité d'un désir individuel. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas contradiction entre les deux. On peut satisfaire ses petits plaisirs individuels comme ça et avoir la notion d'un bien commun pour lequel on vote. C'est-à-dire, ce que j'essaye de dire, c'est on est en train d'essayer d'opposer deux choses, que dans le fond, la vie individuelle, et puis le regard que l'individu pose sur la communauté à laquelle il appartient, et pour lequel il peut avoir une vision qui ne soit pas individuelle. C'est-à-dire que le but de chaque individu n'est peut-être pas de maximiser la somme des plaisirs de lui, individu. Ça peut être d'avoir quelque chose d'un peu plus vaste, un peu plus grand, je ne sais pas, d'appartenir. Eh bien, je vais répondre en deux temps. Le premier, c'est que cette vision équilibrée semble tout à fait souhaitable. Je crois qu'une large majorité de gens la partagent. Simplement, sur le plan politique, où il y a des antagonismes, on constate qu'il y a aujourd'hui des forces à l'œuvre qui sont des forces populistes qui entendent borner, hein, des appétits individuels, et puis des forces dites libérales ou globalistes qui entendent s'appuyer sur les réclamations de toute minorité imaginable, et ce, afin d'étendre en fait, leur pouvoir et leur marge de manœuvre dans une société liquide. La question importante, c'est est-ce que ces pouvoirs de Bruxelles dont vous parlez, est-ce qu'ils font naître des espèces de fausses minorités de façon à pouvoir s'appuyer pour empêcher les majorités de s'exprimer? Alors j'y viens, parce que justement ça rentre parfaitement en résonance avec le deuxième point. Il y a eu, pas plus tard que cette semaine de début de décembre, une affaire qui a bouleversé le landerneau bruxellois et budapestois, c'est l'arrestation d'un eurodéputé hongrois du Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, un politicien historique du Fidesz, dans une partie fine à Bruxelles. Cet homme, en tant que juriste et en tant que politicien du Fidesz, a défendu tout au long de sa vie, il continue à le faire, la famille traditionnelle et une organisation sociale basée sur le mariage entre un homme et une femme. On lui a beaucoup reproché, du coup, cette attitude, son plaisir libertin. Et justement, ce politique-là n'a jamais peut-être prétendu moraliser les individus. Simplement, il dit que dans l'intérêt de la société, au-delà des loisirs auxquels on peut s'adonner, il est souhaitable, hein, que les lois disposent ainsi que le mariage unit un homme et une femme, etc. Et donc, en effet, dans la conflictualité inhérente à notre vie politique, on ne pardonne pas cela. Hein. On n'autorise pas à un individu d'avoir, d'une part, sa conduite personnelle, et d'autre part, des opinions qui sont au-delà de ses goûts d'intérêt public. Alors, quant à l'usage des minorités
que peuvent faire des forces médiatiques, oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Et je crois que c'est le fait d'une société qui est devenue tellement individualiste et tellement liquide que les gens essaient de se restructurer, de s'agglomérer autour de communautés activement refaites. Et c'est un phénomène, une résurgence tribale. Le retour de la tribu, oui. Ouais. Ce que vous dites est intéressant, je m'excuse encore une fois de vous interrompre, mais ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est aussi ces gens se essayent de réfugier dans des tribus, etc. C'est parce que peut-être on leur propose plus de projets communs qui les satisferaient. C'est-à-dire que, par exemple, à partir du moment où on décrit dans l'histoire de France qui est enseigné que la France a été un pays abominable pendant 20 siècles, on n'a peut-être pas envie d'être français. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, donc c'est certain. On dit c'est parce qu'ils veulent se réfugier eux-mêmes dans leur tribu, mais c'est peut-être nous-mêmes qui les y poussons, en refusant le projet collectif qui a toujours été le projet français. Donc, je crois aussi qu'il y a cette volonté de cette classe qui veut donc gouverner sur des individus et non pas sur des groupes forts. C'est peut-être leur volonté, c'est peut-être d'empêcher les sentiments qui nous dépassent, individuellement. Oui, alors c'est certain. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et mais ça vient de loin, à mon avis, la déliquescence d'un esprit civique. Et je dirais que c'est assez consubstantiel à l'avènement d'une société libérale. Dès la Restauration, quelqu'un comme Balzac dénonçait depuis 1815 que le principe argent avait remplacé le principe honneur. Quand Chateaubriand, à la même époque, lance son journal Le Conservateur, on est déjà dans une vision très pessimiste d'une nation démoralisée par la défaite de Napoléon et qui se réfugie dans ce qui va devenir société capitaliste que nous connaissons, et même que nous regrettons aujourd'hui, en voyant dans le 19e siècle un épanouissement de la richesse et un équilibre entre ce souci de la grandeur nationale et éventuellement l'appétit, le goût pour les affaires commerciales. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est qu'on peut à chaque génération nourrir un sentiment pessimiste. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, Viktor Orban défend au milieu de toutes les contradictions d'un pays qui appartient à l'Union européenne et qui a ses marottes budgétaires, de croissance, etc., il défend l'amour du pays dans sa longue durée et la volonté d'ajouter une pierre de plus à l'édifice de cette nation. C'est donc c'est un partisan, mettons, de l'Europe des nations. Alors il est devenu tout à fait à la mode de parler de De Gaulle, etc. Mais De Gaulle serait horrifié par l'Europe d'aujourd'hui. Il n'aurait que des mots très durs, parce qu'il a été toujours partisan de l'Europe des nations, et jamais partisan d'une Europe pouvoir politique. Il l'a refusé d'ailleurs, il avait fait la politique de la chaise vide, etc. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que dans le fond, il y a un désir profond de nation et d'identité en Europe. Et que certaines personnes l'ont compris, en Italie, ou en Hongrie, ou en Pologne, oui. Et peut-être en Slovénie d'ailleurs, peut-être en Autriche, quoique ça soit un peu plus compliqué, parce que l'Autriche c'est un pays qui est quand même... Mais enfin, ce qui m'amuse dans ce que vous dites, c'est dans le fond, on est en train de voir revenir l'Empire austro-hongrois, quoi. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et c'est le sous-titre de mon livre, « Résurgence de l'Europe centrale ». Parce que, en fait, je n'accrédite pas du tout la thèse que Orban serait un génie, et qu'il aurait, à rebours de toutes les forces en marche, imposé un agenda illibéral dans son pays. Alors, ce qui se passe, c'est que l'Europe centrale a connu une éclipse au XXe siècle. Une éclipse complète. Elle a été laminée et bouleversée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ensuite, les logiques totalitaires se sont occupées de la broyer encore, puis la guerre froide l'a invisibilisée aux yeux de l'Ouest. Ce qui avait donné d'ailleurs un essai très intéressant de Milan Kundera, Un Occident kidnappé. Ce qui fait que ces pays-là n'ont pas été à la racine du XXe siècle. Aucun des germes idéologiques fondamentaux, que ce soit les totalitarismes marxistes ou nationaux-socialistes, n'ont été nourris dans le sein de ces pays. Et quand l'URSS tombe, ils sont simplement libérés d'une tutelle qui les dégradait.
aujourd'hui, la modernité occidentale, elle leur est étrangère également. Ce qui fait que Viktor Orban a une certaine aisance à se détacher de cela. Il a été évidemment entraîné, fasciné, dans les années 80 en tant que jeune dissident par ce qui se passait à l'Ouest, en le voyant comme le bout du tunnel. C'était un bout du tunnel. Et c'était un dissident. Mais c'était aussi un bout du tunnel, parce qu'il voyait arriver la fin de cette période où on les étranglait. C'est la fin du monde de Yalta. Voilà, c'est la fin du monde de Yalta. Et simplement, une fois, c'est assez rapide, entre 1990 et 1993, Viktor Orban accomplit son aggiornamento et devient sceptique quant à l'Occident vu comme voilà, ça a été un mirage, il ne le voit pas comme un modèle parfait. Et simplement, il n'a pas les moyens, il n'a pas la force d'organiser une voie un petit peu différente, un petit peu dissonante. Si bien qu'entre 1998 et 2002, Viktor Orban est au pouvoir pour la première fois. Il a entre 35 et 39 ans, et il ne mène pas le pays sur une voie très différente de ce que lui propose l'agenda international. Il faut le rappeler, on est à l'époque où l'OTAN bombarde le Kosovo, enfin bombarde la Serbie. Donc l'idée d'échapper à ce mouvement de l'unification occidentale, c'était très périlleux, et ce n'était pas l'ordre du jour. En revanche, depuis la crise de 2008, ça c'est quelque chose que j'avais perçu aussi parce qu'Hervé Juvin avait écrit un livre très intéressant qui s'appelle Le renversement du monde dès 2010, une politique de la crise, et en effet ça m'avait beaucoup marqué que le dynamisme n'est plus en Occident, il est surtout en Asie, mais du coup les pays d'Europe centrale ressentent ce vide, ressentent cette fébrilité à l'œuvre dans la métropole occidentale, et donc entendent tirer la couverture à eux. Et dans cette situation un peu inédite, où le politique, où la volonté d'une nation dotée d'une élite peut faire la différence, eh bien, il cherche à avancer sur une voie qui leur est propre, et c'est ce qu'on a appelé l'illibéralisme. C'est très intéressant parce que j'ai lu un petit peu un garçon qui s'appelait Freud, vous savez pas, c'était un spécialiste de sciences politiques qui vivait dans l'Est de la France, oui, qui était à la fois allemand et français, enfin un peu les deux, et qui disait qu'il y avait deux trucs qui étaient importants, c'était vous avez la politique, ce à quoi on se complaît en France, et il y a le politique, qui est dans le fond l'environnement plus vaste qui permet... Et dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Viktor Orban est passé de la politique aux politiques. Il a pris des décisions structurelles sur l'avenir de son pays et sur l'avenir de sa civilisation. Et il ne faut pas oublier que quand on regarde les cartes, tout cet axe, tout cet arc de ces pays, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, etc., c'est ce qui a protégé notre Occident de la Turquie ou de la Russie pendant un grand moment. Tout à fait. C'était l'Empire austro-hongrois qui a empêché ces deux empires de débouler chez nous. Donc, est-ce que c'est la nouvelle vocation est-ce qu'ils retournent à leur vocation première, d'empêcher la Russie, à mon avis la Russie qui n'est pas tellement agressive, mais surtout la Turquie de redébouler chez nous? Est-ce qu'ils perçoivent les Turcs comme un ennemi? Alors, Viktor Orban a le sens des partenariats équilibrés sur le plan international, ouais, et même il a pour le coup, alors, un réalisme très cru. Quand vous parlez du passage de la politique aux politiques, précisément, ce qui m'étonne chez Viktor Orban, c'est ce mélange des genres absolument détonnant, avec d'une part quelque chose de visionnaire chez lui, indéniablement, et puis que le fait que c'est un animal politique redoutable, avec tout ce qu'il peut y avoir de retors dans l'organisation, la capacité à marginaliser son opposition, à jouer finalement toutes les cartes possibles du poker diplomatique dans des conseils européens qui sont des marathons où il arrive à épuiser ses contradicteurs, etc. C'est quelque chose de fort intéressant parce qu'on pourrait penser, comme vous voyez la stature d'un De Gaulle, si jamais cette Europe, ce marché commun ne me plaît pas, c'est la chaise vide. Vous voyez. Là, Viktor Orban sait qu'il n'a pas les moyens de la chaise vide. Donc, il est sans cesse sur la ligne de front. Et il est, de ce point de vue, à mon avis, un modèle d'habileté politique.
Mais pourtant, c'est ce qui fait un petit peu la chaise vide quand il dit moi, je mets mon veto à ces dépenses de l'Europe, etc., parce que vous voulez m'imposer l'état de droit. Et c'est pas vous, moi, qui le définis, l'état de droit, c'est vous. Donc, qu'est-ce que c'est pour... Revenez un petit peu sur cette... avec la Pologne et la Slovénie, revenez un petit peu justement sur cette opposition qui est en train de se faire jour dans l'Est de l'Europe entre l'état de droit et la nation. Alors j'y reviens, la différence qu'on peut faire entre l'Union européenne en 2020 et en 2010, c'est que l'histoire s'est accélérée brutalement et que Viktor Orban ne peut plus vraiment attendre. C'est-à-dire que là, il y a quand même un chantage extrêmement fort qui fait passer la corde du pendu autour de ces pays, puisque si jamais ils consentent au budget européen, enfin au plan de relance et au budget pluriannuel dans les termes qui ont été modifiés en dernière minute et qui conditionnent l'allocation des fonds au respect de l'état de droit, eh bien, toute démarche de souveraineté chez eux sera persécutée, attaquée comme étant le reflet d'une politique douteuse qui met en danger l'état de droit. Pour ça, il faut relire le rapport Sargentini qui a été voté au Parlement européen en 2018, où, je crois que c'est le deuxième point, ils définissent un climat qui est pris dans son ensemble, suspect, et qui met en péril les valeurs fondamentales de l'UE. C'est-à-dire que ça ne s'appuie sur rien de concret. Donc, si jamais la Pologne et la Hongrie consentent parce qu'il faut quand même remettre les choses en perspective, la Hongrie et la Pologne contribuent au budget. C'est le travail de ces millions de travailleurs qui permet d'établir les ressources fiscales de l'Union européenne. Donc l'idée de conditionner le retour finalement de cet argent qui va et vient pour être alloué de façon normalement dans l'intérêt général du continent, c'est un chantage extrêmement brutal. Et Viktor Orban n'a plus vraiment le temps d'attendre. Et on voit d'ailleurs, à mon avis, il y a une saturation globale, puisque c'est la même chose aux États-Unis. On voit que l'opposition qui pouvait rester assez factice, quand Al Gore finalement cède la présidence et puis récupère un Marocain prodigieusement rentable sur le climat, et on sent que c'est une caste unie qui peut s'entendre. Là, on sait très bien qu'entre Donald Trump et l'administration démocrate, il n'y aurait pas de pardon et ce serait une guerre à mort. Il n'y a pas de passerelle. Exactement, il n'y a pas de passerelle. On sent qu'on a atteint on est à un moment clé. Un moment clé, et ça explique que Viktor Orban est prêt là à freiner des cas de fer. Et surtout, il attend l'issue de ce qui ressortira des décisions de justice aux États-Unis. Parce que c'est évident que c'est un poumon pour lui d'avoir une administration républicaine compréhensive, ou au contraire, c'est un été noir d'avoir une hostilité brutale, puisque Hillary Clinton, en son temps secrétaire d'État, avait en 2011 écrit des lettres ouvertes à Viktor Orban pour condamner ses premières décisions politiques lors de son retour au pouvoir en 2010. Donc vous vous retrouvez dans un monde, ce que j'ai appelé les hommes des arbres, vous savez, qui sont chez eux et qui veulent rester chez eux et qui sont contents, et puis les hommes des bateaux qui coupent l'arbre, c'est un truc polynésien. Vous coupez l'arbre, vous en faites un bateau, puis vous allez voir si l'île d'à côté est mieux. Donc là, vous avez en quelque sorte une lutte. On arrive au moment de la lutte à mort entre les hommes des arbres et les hommes des bateaux, quoi. Les hommes des bateaux ont dominé depuis 30 ou 40 ans et on assiste partout au réveil du peuple des arbres, quoi. On l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec la première élection de Trump. Il y a une autre formulation, les somewhere et les anywhere. Oui, je le connais bien d'ailleurs. Alors, je pense que les choses de ce point de vue sont clivées de façon moins simple, puisqu'on voit que un grand homme d'affaires comme Trump est à la tête de ces somewheres, de ces hommes de l'arbre. Et puis, on voit, c'est mon sentiment, mais que dans ce qui reste de socle populaire en faveur de ce qui est les démocrates aux États-Unis, des libéraux chez nous, il y a cette tendance nuit debout. Vous voyez, ces gens en fait qui sont
à 2 pas du salaire universel, du revenu universel, où en fait je pense, hein, c'est très dégradant pour les peuples et c'est un bétail assigné à un endroit. Donc en fait ce sont les somewheres absolus, hein, qui vont être fixés avec un genre de RSA amélioré pour végéter, mais qui sont tellement, je dirais, nettoyés sur le plan, de la réflexion et qui peuvent enchaîner des séries Netflix pendant 8 heures d'affilée. Bon, ces gens-là peuvent, sur les injonctions médiatiques, continuer à voter pour ceux qui organisent la concurrence des plus compétitifs et qui entendent établir vraiment une économie globalisée dans l'intérêt des plus gros et des plus mobiles. Oui, tout à fait. Mais il y a eu une tentative. C'est tout à fait ce qu'il y avait dans le meilleur des mondes, si vous voulez. Vous aviez les types en haut, puis ensuite les gars qui ont donné des produits pour qu'ils soient pas trop nerveux, quoi. Et c'est pas, pour moi, c'est pas tout à fait hasardeux, hein, que tous ces écrits d'anticipation, mais c'est aussi le cas de Soleil Vert, toute une batterie de films qui, je trouve, dans leur vision apocalyptique, prévoient assez finement des tendances qui aujourd'hui deviennent de plus en plus nettes. Et c'est assez inquiétant. C'est un petit aparté, mais justement, comme on ne peut pas parler si on n'a pas un endroit d'où parler dans la civilisation dans laquelle on vit, c'est pour ça qu'on a organisé l'Institut des libertés médias, c'est pour donner la parole à des gens comme vous, justement, parce que je ne pense pas que vous allez être invité avec beaucoup de fréquence sur BFM TV ou... Non, j'espère qu'il y aura peut-être un plateau comment ça s'appelle, CNews, quelque chose comme ça, mais pour l'instant, bon, voilà, j'ai eu quelques retours médias, mais on en discutera peut-être en marge de l'entretien. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont ces gens-là maintiennent ces troupeaux dans l'abrutissement, c'est en leur coupant l'accès à une vraie information. Ouais, oui, tout à fait. Et donc... Et c'est pour ça que ce que vous disiez au départ d'Orban était intéressant, c'est qu'il a essayé de susciter une concurrence à ce monde des médias qui, aujourd'hui, aussi curieux que ça paraisse, est la concurrence et est la liberté de parler. Je crois que c'est quand même curieux, c'est que la première fois dans l'histoire que le monde des médias, qui est de création assez récente, appelle à la censure. Autrefois, c'était le monde des églises qui appelait à la censure. Ouais, ce qui veut dire que ce monde des médias est devenu une église. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus affaire à des journalistes, on a affaire à des clercs, à des religieux, à des curés, à des chanoines, qui veulent empêcher les gens de parler, quoi. Ce qui n'était pas d'ailleurs toujours le but de l'Église catholique, mais enfin, c'est pas grave. Mais il y avait des gens chez eux qui le cherchaient. Et donc, vous allez aller maintenant vivre à Budapest. C'est une belle ville, mais ça caille en hiver. Hein. Ouais, plus c'est continental, en effet, plus l'amplitude thermique est importante. Donc, on a des... Vous n'êtes pas très loin de Vienne, qui est une ville sympathique, mais Budapest est sympathique aussi. Ah oui, en fait j'ai eu l'occasion d'y habiter 2 fois. D'abord, j'ai découvert la Hongrie à l'occasion d'un semestre Erasmus, complètement par hasard, en 2012, et puis j'y retourné en 2018. Et ils ont une langue impossible. Impossible, mais du coup j'y vais pour l'année entière pour justement l'assimiler correctement. Parce que là, il paraît qu'il y a des liaisons avec le basque, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, c'est ce qu'on m'a raconté. Oui, en effet, il y a des similitudes, mais extrêmement anciennes. Donc, il n'y a pas du tout de rapprochement lexicaux qui permettent de passer d'une langue à l'autre, ou quoi, c'est antédiluvien. Quoi. On m'a dit qu'en effet, c'était les Basques, personne ne sait d'où ils viennent, mais ils viennent à peu près du même endroit que les Hongrois. Il y a très longtemps. Ouais, ils viennent de loin. Il y a très longtemps. Et ça a toujours été un peuple très intéressant. J'avais un vieil ami qui était dans les affaires qui disait qu'il fallait pas... C'était difficile de faire des affaires avec un Hongrois parce que si vous passiez dans une porte coulissante, vous savez, ronde comme ça, vous passez, il partait derrière vous, il arrivait devant vous. Quoi. Ils ont une réputation d'être assez diligents, assez démerdants et tout. Donc en Europe centrale, c'était des hommes d'honneur, c'était des soldats magnifiques aussi. C'est des bons soldats. C'est des bons soldats, ça. C'était... Ben écoutez, moi je trouve ça très intéressant. Maintenant, je voudrais vous poser une dernière question, c'est est-ce que vous pensez que compte tenu de ces différences philosophiques fondamentales, il y a une chance que, dans le fond, la Hongrie, la Pologne et peut-être la Slovénie, mais c'est plus difficile pour elle parce que je crois que la Slovénie est dans l'euro, cassent leur lien avec l'Europe, comme l'a fait l'Angleterre?
Alors, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de présenter l'Europe centrale dans une trame historique assez longue. Oui. Et je montre que l'Union européenne n'est pas en mesure de digérer cette région. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, cette région a le temps pour elle. Alors que les logiques et les fondamentaux idéologiques de l'Union européenne, eux, sont à bout de souffle. Tout à fait. Donc, il n'y a pas grand intérêt pour ces pays à faire une démarche volontaire de se couper Vous voulez dire que ça va tomber comme un fruit mûr? Pour eux, en tout cas, ils ont la culture de la patience et l'endurance, vous voyez, des peuples longuement habitués à une tutelle impériale. Aujourd'hui, la situation économique de ces pays, c'est qu'ils se sont vraiment enrichis, ils ont acquis un poids dans l'agenda politique de Berlin parce qu'ils sont l'usine low cost de l'Allemagne. L'Allemagne ne peut pas couper les ponts avec eux. C'est encore plus vrai de la Tchéquie d'ailleurs. Enfin. La Tchéquie est vraiment une structure intégrée. La Tchéquie est un pôle logistique majeur en Europe, parce qu'elle est comme un coin enfoncé dans le monde germanique. Et ça lui donne une... et comme c'est moins cher, eh bien, tout s'est concentré là. Il y a énormément de choses en Tchéquie, mais les usines de voitures et autres, en Pologne ou en Hongrie, c'est extrêmement important. Et l'Allemagne, en fait, doit son envergure mondiale actuelle à cet espace centre-européen d'environ 100 millions d'habitants, si on y intègre tous les pays. Bien formé. Donc l'Allemagne rompt très peu volontiers avec ces pays-là. Et d'ailleurs, ce sont les milieux d'affaires allemands qui sont volontaires, qui essaient de brider la hargne idéologique et le jusque-boutisme très conséquent des Allemands qui voudraient du coup que ce nouveau logiciel idéologique qu'ils ont adopté soit avec une rigueur toute germanique imposée partout. Donc je ne crois pas qu'il y ait une volonté de rompre, de s'extraire. L'Europe centrale, elle entend appartenir à l'ensemble européen du moment. Et donc cette idée de sortir de l'Union européenne, mais pour aller où? Vous disiez tout à fait justement qu'ils ont eu la culture d'être le limès de la chrétienté face aux espaces impériaux ottomans et russes. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout de force à exister en tournant le dos à tout le monde en même temps. Et comme ce partenariat... Ils ne pourraient pas se rapprocher de l'Angleterre? Eh bien, le problème, c'est que personne n'est jamais mort pour Danzig, oui. Pas plus les Français que les Anglais, dans n'importe quelle époque. On ne meurt pas non plus pour Budapest ou pour Prague. Oui. Donc, la nécessité de ces pays, c'est d'organiser une conciliation gagnant-gagnant, de jouer du poids qu'ils ont dans l'interdépendance européenne, et notamment dans le modèle économique allemand, pour ne pas, justement, permettre à l'Allemagne de leur mettre un pistolet sur la tempe et de les respecter tels qu'ils sont, et évidemment en escomptant que l'Allemagne règle un jour le solde de son effondrement démographique, de la fragilité de sa société qui a adopté un multiculturalisme à l'américaine et qui a en fait un doute radical vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire que c'est vrai que l'Allemagne a adopté son industrie comme nouveau moteur de patriotisme, mais c'est quelque chose qui est peut-être moins fertile que la continuité des nations d'Europe centrale dans leur culture traditionnelle. Comment, ce sera ma dernière question, comment est la démographie dans ces pays-là? Parce que la démographie, c'est le futur. La démographie est mauvaise. La différence, c'est qu'il n'y a pas cette compensation de l'immigration de masse qu'il y a en Europe occidentale, mais là où Viktor Orban peut être quelqu'un d'unique en Europe, c'est qu'il a mis la politique nataliste la plus ambitieuse au monde en Hongrie, et ça commence à porter ses fruits. Les chiffres de la natalité étaient calamiteux en 2010, c'était environ 1,2 enfants par femme, c'est monté à 1,7. Donc c'est quand même une avancée considérable. On est loin du seuil de renouvellement à 2,1. Mais la tendance est positive parce que le nombre de divorces s'effondre, le nombre d'avortements s'effondre et le nombre de mariages explose. Donc il y a une tendance qui est intéressante.
Et les recettes mises en place par Viktor Orban sont activement observées, hein, et en Pologne adoptées. Donc rien n'est perdu, hein, dans la mesure où on assiste simplement à un tassement démographique. Mais qui était le résultat? Ça prend un temps fou, ces trucs-là. C'est comme une vague de fond. Hein. Exactement. Et voilà, la situation est alarmante, mais elle n'est pas désespérée. D'accord, la situation est désespérée mais non sérieuse, comme disait Churchill. Voilà. Mais ce serait un autre cas de figure. Mais écoutez, j'étais très content parce que dans le fond, moi, je m'intéresse à Orban parce que je m'intéresse à tous les gens qui réfléchissent par eux-mêmes plutôt que de réfléchir en servant des autres. Et donc, je suis très content d'avoir eu cette conversation avec lui. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, n'oubliez pas, parce que, honnêtement, si on reçoit des gens à l'Institut des Libertés ici pour parler de leurs livres, c'est pour que vous les achetiez. Parce que, vous savez, ces gens-là, ils ne sont pas en général à la FNAC, ils ne sont pas dans toutes les librairies officielles. Si vous vous intéressez aux idées que nous développons et que nous essayons de développer ici, il faut nous aider. Il faut aider nos jeunes auteurs, ou nos vieux, ou nos moyens, ça n'a pas d'importance, mais il faut aider les gens qui écrivent des livres. Merci beaucoup. Merci à vous.